Les gens n'ont pas compris pourquoi ça ne va pas entre l'Algérie et le Maroc. Le problème de l'Algérie et du Maroc, c'est simplement un problème de leadership régional. Il est très important que j'ai une situation administrative légale pour réclamer les 100 millions d'euros que la justice française m'a saisis. Et tant que je n'aurai pas récupéré ces 100 millions d'euros, je serai obligé de renouveler mon récépissé de titre de séjour. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have the playing cards. Chers amis auditeurs d'Omerta, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui pour ce nouveau grand entretien de recevoir Monsieur Rachid Nekaz. Bonjour. Bonjour Monsieur Charles Danjou et merci pour votre invitation et merci à Omerta. Merci d'être venu une nouvelle fois. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes homme politique algérien aussi. Et avant de démarrer cet entretien, eh bien, je vais vous demander de commenter la couverture de notre nouveau magazine, puisque vous savez, chers auditeurs, notre nouveau magazine vient de sortir. Il est disponible partout en kiosque et il est consacré à ce tandem Trump-Poutine qui, dans son viseur, eh bien, a un certain nombre de pays de l'Union européenne, la gouvernance de l'Union européenne à Bruxelles, celle de Mme von der Leyen, mais aussi le président Macron, qui régulièrement s'attire les foudres et de Trump et de Poutine. Et donc je voudrais vous faire commenter cette couverture avec une petite question peut-être plus algérienne, dirons-nous. Quelle est la perception de ces deux présidents, de ces deux figures de la politique internationale en Algérie ? Alors, je crois que c'est une bonne chose que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine s'entendent pour la paix. Car à partir du moment où ces deux grands chefs d'État qui représentent les deux premières puissances mondiales ne s'entendaient pas, on a bien vu des foyers de guerre un peu partout dans le monde. Et là, fort heureusement, depuis l'élection du président américain, ça s'est calmé à Gaza, même s'il continue d'y avoir des bombardements. Et c'est en train de se calmer en Ukraine, même s'il continue d'y avoir des escarmouches. Les Algériens considèrent que c'est Donald Trump et Vladimir Poutine qui peuvent changer la donne dans le monde entier. Et pour ce qui concerne le peuple algérien, ils sont très attachés à la question de Gaza, de la Palestine, et ils aimeraient enfin qu'il y ait un État palestinien. On a vu qu'il y avait une promesse du président Macron pour qu'il y ait une reconnaissance de l'État palestinien au mois de juin à l'ONU. Ils souhaiteraient que le président américain et le président russe, ensemble, fassent une déclaration commune pour qu'enfin il y ait un État palestinien et la fin de la guerre à Gaza. Ça vous paraît crédible d'ailleurs cet État palestinien? Parce que y a un ministre israélien qui vient de déclarer, là je crois que c'était hier, que la conquête de Gaza était effective en fait, que les Israéliens jamais ne rendraient la bande de Gaza aux Palestiniens. Comment vous voyez est-ce que le désir de Trump et de Poutine de créer un État palestinien et peut-être d'Emmanuel Macron ne se heurte pas à la réalité sur le terrain qui est l'occupation militaire israélienne et qui peut faire changer, qui peut sortir les Israéliens de la bande de Gaza s'ils ont décidé d'y rester? Je pense que si on sépare Gaza, qui est sous gestion du Hamas, je pense que les Américains et les Russes pourraient faire une déclaration commune pour reconnaître un État palestinien avec l'aide de la France qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies au même titre que l'Angleterre et la Chine. Dès lors qu'on mettra Gaza dans la balance, je pense qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Donc il est bon, à mon sens, de faire un peu ce qu'on a fait en Europe, en tout cas ce que les Européens ont fait en Europe avec l'Allemagne. En 1949, il y a eu deux États allemands, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne. Et en 1990, il y a eu la réunification de ces États. Je pense qu'il faut qu'on reconnaisse un État palestinien uniquement avec la partie Cisjordanie. Et dans un deuxième temps, lorsque le président de l'autorité palestinienne aura en gestion le territoire de Gaza, comme ce fut le cas après les accords d'Oslo en 1993, là je pense qu'à ce moment-là, personne ne s'opposera à la création d'un État palestinien. Et évidemment, dans cette ambiguïté
actuelle, Tel Aviv profite de la situation pour essayer de faire du va-t-en-guerre. Mais à partir du moment où, depuis le 7 octobre, Tel Aviv n'a pas réussi à contrôler Gaza, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il contrôle Gaza. Il suffit simplement de se souvenir de ce qu'a fait Ariel Sharon à l'époque, qui était un vrai faucon de la politique israélienne. Il avait décidé en 2008 de se retirer de façon unilatérale de Gaza. Donc je pense que le ministre israélien fait simplement du show-off par rapport à son opinion publique, dans la mesure où en ce moment son Premier ministre Netanyahou est très très mal vu et n'a plus autant les bonnes grâces du président américain Donald Trump. Alors vous connaissez bien la France, vous avez d'ailleurs renoncé à votre nationalité française pour entrer dans l'arène politique algérienne. Mais vous avez été condamné en appel à 12 mois ferme aménageable sous bracelet électronique et une interdiction de gestion pendant 5 ans. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs qui certainement ne connaissent pas cette affaire, rappeler un peu la genèse de vos problèmes judiciaires en France et comment vous interprétez cette peine en appel ? Je vous remercie de me poser la question, car aucun journaliste français ni aucun journaliste algérien n'a souhaité parler de cette condamnation qui est d'une totale injustice. Alors, mes problèmes ont commencé à partir de 2010, lorsque j'ai créé avec mon épouse un fonds d'1 million d'euros pour payer toutes les amendes des femmes qui portent le niqab en Europe et aussi payer les amendes des femmes qui refusaient de porter le voile en Iran ou au Soudan. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le droit à 4 contrôles fiscaux internationaux. À partir de 2013, j'avais déclaré ma candidature aux élections présidentielles algériennes. Apparemment, ça n'a pas plu à certaines officines françaises, dont le général Denis Favier, qui était, entre 2013 et 2016, le patron de la gendarmerie nationale française. Et qu'a fait le général Denis Favier, qui aujourd'hui est mis en examen par le doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui s'appelle M. Cyril Pacaud. Donc, en 2013, le général Denis Favier a fait envoyer des convocations signé par la gendarmerie nationale à 15 locataires d'un immeuble que je gérais à Choisy-le-Roi dans la banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. Et dans ces convocations, qu'est-ce qu'il y avait décrit ? Il était écrit que si ces locataires ne répondaient pas aux convocations, ils étaient passibles de poursuites judiciaires ou militaires. Donc je répète le mot. Poursuite judiciaire ou militaire. Un peu, c'est l'équivalent de ce qu'a fait le maréchal Pétain au moment du régime vigiste ou ce qu'aurait pu faire le régime nazi. Ces convocations sont d'une gravité extrême. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une première condamnation en 2014, ensuite en 2021, au moment où j'étais emprisonné en Algérie. Je ne sais pas si vous imaginez, j'étais emprisonné, placé en résidence surveillée et très malade. Et qu'a fait la justice française ? Elle n'a pas eu d'autre idée que de me condamner par défaut à 18 mois de prison ferme, à me saisir tous les appartements que j'ai possédés avec mon épouse en France et à délivrer un mandat d'arrêt international. Qu'est-ce qui vous était reproché sur le fond ? C'est cette opération de paiement d'amende pour les femmes qui refusaient d'enlever le niqab, ou c'était... Alors, il y avait 2 motivations. La première motivation, c'est qu'ils voulaient que j'arrête de payer les amendes des femmes qui portent le niqab en Europe. Deuxième motivation, ils voulaient que j'arrête d'organiser des manifestations contre Total, la multinationale Total, car la multinationale Total a exercé des pressions colossales sur l'Algérie, notamment à l'ère de l'ancien président M. Bouteflika, pour obtenir le renouvellement de contrats de gaz et de pétrole, notamment sur le site gazier de TFT et sur le site pétrolier de Hassi Balkine. Sur ces 2 gisements, Total bénéficie de 25 années de gaz gratuit et de pétrole gratuit. Donc ça, c'est les motivations politiques non officielles. Mais sur le plan judiciaire, la justice française me reproche 3 choses. Première chose, de ne pas avoir déclaré mes impôts en 2011-2012, c'est-à-dire il y a 14 ans. Deuxième chose, d'avoir hébergé des sans-papiers dans un certain nombre de logements que je possédais, chose que j'ai toujours assumée, car le principe qui est le mien, c'était de soutenir des personnes en situation de précarité. Et la troisième chose, on m'a inventé une histoire de logement indigne dans 2 logements sur 1000 appartements en France.
Et on a fait un patchwork de ces 3 éléments totalement disparates pour me faire condamner la première fois par défaut à 18 mois de prison le 9 décembre 2021. Une deuxième fois, c'était lorsque je me suis rendu volontairement à la justice française, c'était le 5 octobre 2023, 2 jours avant l'attaque du Hamas. Donc j'ai filmé ma reddition à l'aéroport d'Orly. À ce moment-là, j'avais été incarcéré pendant 75 jours. Au terme de ces 75 jours, j'avais été condamné le 21 décembre 2023, toujours à cette même peine de prison de 12 mois ferme, aménageable avec bracelet électronique. J'ai fait appel et le procès en appel a eu lieu le 21 mars 2025. Et à ce moment-là, la présidente du tribunal, donc de la Cour d'appel de Paris, m'avait dit « Le verdict aura lieu le 2 mai, mais ce n'est pas la peine de venir, vous pouvez juste envoyer votre avocat. » Je lui dis « Mais madame, bien sûr, je serai là, voyons. » Je lui dis « Mais je ne suis pas un fugitif, je ne m'appelle pas l'ancien ministre de l'Industrie algérienne, Abdeslam Bouchoueb, qui est protégé par Macron ici alors qu'elle a été condamnée à 5 peines de 20 ans de prison pour corruption, et je ne m'appelle pas Kamel Daoud, qui refuse de répondre aux convocations de la justice algérienne. » Et lorsque je suis venu le 2 mai, donc de Californie, où j'avais passé un mois en compagnie de ma femme et de mon fils, la juge n'avait pas préparé le verdict. Elle a mis 25 minutes avant de venir dans cette 13e chambre de la Cour d'appel de Paris et aucun document m'a été remis. Normalement, vous savez, quand on vous condamne à 12 mois de prison aménageable avec un bracelet électronique, la juge est obligée de vous donner une convocation pour vous présenter auprès du doyen des juges, auprès du juge d'application des peines. Parce que le délai légal, c'est 1 mois. Si vous dépassez 1 mois, vous pouvez ne pas accepter de recevoir un bracelet électronique. Donc je n'ai eu aucun papier jusqu'à ce jour. Bref, tout ça pour vous dire que ce dossier-là est un dossier totalement politique. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris a mis en examen le général Denis Favier, qui est en même temps vice-président du groupe Total. Donc ce dossier est totalement politique, je suis très à l'aise, mais je ne vais pas faire appel, car l'opinion publique algérienne a compris que ce dossier politique avait un seul objectif, de me neutraliser. En clair, en France, on a décidé de me ruiner, et à l'époque, en Algérie, on avait décidé de me priver de liberté. Mais aujourd'hui, tout va bien. Grâce aux 3 grâces présidentielles du président algérien Abdelmajid Tebboune, je suis libre de mes mouvements en Algérie. En France, on refuse de me délivrer un titre de séjour. C'est pas grave, j'ai un petit récépissé de 3 mois, car il est très important que j'ai une situation administrative légale pour réclamer les 100 millions d'euros que la justice française m'a saisis. Et tant que je n'aurai pas récupéré ces 100 millions d'euros, je serai obligé de renouveler mon récépissé de titre de séjour. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce combat de paiement d'amende pour les femmes qui refusaient d'enlever le niqab? Quelle était la motivation pour rentrer dans un combat contre l'État français, quasiment, on peut dire ça comme ça? Alors, à l'époque, en 2010, lorsqu'il y a eu le débat sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public, initialement, l'idée, c'était de l'interdire uniquement dans les lieux, dans les administrations, ou les centres commerciaux, ou les tribunaux. À partir de ce moment-là, j'étais d'accord. Mais lorsque Jean-François Copé, qui était le patron des députés de droite à l'Assemblée nationale, a décidé d'élargir l'interdiction à la rue, j'ai dit non. Car vous savez, dans une démocratie, la rue, c'est le patrimoine universel de la liberté. On ne peut pas empêcher des femmes de porter l'habit de leur choix. Celles qui veulent porter une mini-jupe, elles n'ont qu'à le faire, et celles qui veulent porter le voile intégral, elles n'ont qu'à le faire. Alors, pour information, mon épouse est américaine, elle porte ni le voile, ni le niqab, ni le burkini, donc elle est totalement moderne. Donc, mais aux États-Unis, vous savez, il y a même des publicités dans les centres commerciaux, l'équivalent de Carrefour qu'on appelle Walmart, avec des femmes en niqab. Une des professeurs d'université de mon fils à l'université Stanford de Californie portait le niqab. Donc aux États-Unis, la liberté religieuse est inscrite dans le marbre de la Constitution. Mais en France, les partis de droite notamment ont fait de la question religieuse une question, j'aimerais dire, d'inquisition. Il y a une volonté de supprimer toute visibilité de l'expression religieuse dans l'espace public. C'est ça qui me gêne. Surtout qu'en 2010,
Nicolas Sarkozy se préparait un deuxième mandat et il avait utilisé la question du voile qui ne concernait que 500 femmes pour essayer de grappiller 2 ou 3 points. Du voile intégral. Oui, tout à fait. Pardon, du voile intégral, donc le niqab. Et donc son objectif, c'était d'essayer de gagner 2 à 3 points afin de s'assurer d'un deuxième mandat pour les élections qui étaient prévues pour avril-mai 2012. Donc c'est simplement pour des raisons de principe. D'ailleurs, j'ai publié un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab. Voltaire, en son époque, au XVIIIe siècle, avait défendu l'honneur du protestant Jean Calas, alors que lui-même n'était pas protestant, il était déiste. Donc mon attitude a été la même que celle de Voltaire, c'est-à-dire que même si je ne suis pas d'accord avec les femmes qui portent le niqab dans l'espace public, je me battrai pour qu'elles aient la liberté de le porter ou de ne pas le porter. Et c'est ce que j'ai fait le 8 mars 2018 à Téhéran, où j'ai fait libérer 29 femmes iraniennes qui avaient été emprisonnées parce qu'elles avaient décidé de jeter leur voile dans l'espace public. Et les Iraniens avaient respecté mon combat en Europe, et c'est parce qu'ils me respectaient qu'ils ont accepté de faire libérer ces 29 femmes. En quelque sorte, vous êtes partisan du premier amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire une liberté totale, une liberté d'expression totale. Je suis partisan de la liberté d'expression totale dans le cadre du respect d'autrui et de la loi, dès lors qu'elle n'empiète pas sur la liberté individuelle. Mais alors, pourquoi le refuser dans les administrations? Vous venez de dire que dans les administrations, l'université, ça vous paraissait logique de l'interdire? Pour des raisons de sécurité. Donc ça, je peux comprendre cet argument-là, tout à fait. Et vous pensez qu'une femme qui porte le voile intégral, en arrivant dans une université ou dans une administration, est prête à le retirer, à soumettre à cette obligation? C'est ce qu'elles font aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Vous savez, encore une fois, l'idée c'est de ne pas faire peur à la majorité du peuple français. Autant dans la rue, tout le monde peut s'habiller comme il veut. D'ailleurs, pendant le Covid, vous avez remarqué que l'État français a obligé tous les Français à porter le masque. Et le masque ou le voile intégral, c'est exactement la même chose. On ne voit pas le visage de l'autre. Et c'est assez intéressant de voir que 10 ans après l'interdiction du voile intégral en France, l'État français qui avait interdit le voile intégral est obligé d'obliger les Français à porter ce masque. C'est ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire. Vous savez, je ne suis pas un absolutiste. J'aime les compromis. Vous savez, j'ai une culture historique et philosophique. J'aime les choses raisonnables. J'aime pas quand on utilise un argument fallacieux simplement pour grappiller 2 ou 3 points lors d'une élection présidentielle. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces femmes, d'ailleurs, que vous avez défendues, pour lesquelles vous avez payé des amendes? Vous avez gardé contact avec elles? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Oui, elles continuent à m'écrire, d'ailleurs. Alors, depuis que la justice française a décidé de me ruiner totalement, je ne peux plus payer les amendes, de facto. Donc, je leur explique gentiment que je n'ai plus les moyens financiers de payer leurs amendes. Mais il faut savoir que 66% des femmes qui portent le niqab sont des Françaises converties à l'islam. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que l'État français, ou plutôt la République française, a décidé d'interdire à des Françaises de souche de porter l'habit de leur choix. Alors, il faut savoir que depuis que Macron est là, il a mis la pédale douce. Il a demandé aux policiers français de ne pas trop verbaliser. Donc, si vous allez à Marseille ou dans la banlieue parisienne ou lyonnaise ou lilloise, vous verrez que dans la rue, il y a des femmes qui portent le niqab et personne ne les embête. On a l'impression qu'en Algérie, au Maghreb, il y a une religiosité qui est vécue de manière plus sereine. Il n'y a pas ces problèmes, alors que ces pays luttent contre le terrorisme islamique. Il y a moins de problèmes justement de voile intégral, etc. C'est quelque chose, peut-être vous venez de le dire d'ailleurs, qui est en rapport avec une radicalisation qui est en rapport avec des conversions récentes. Comment vous l'expliquez qu'au Maghreb, il y ait moins de problématiques liées au voile intégral? Alors, il faut savoir que les pays du Maghreb sont quasi-totalité des pays musulmans. Donc le fait de porter pour les femmes le voile, le niqab ou pour les hommes le camis, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'attentats terroristes, il n'y a pas de bombes à l'occasion desquelles des femmes en niqab auraient été soupçonnées d'avoir porté ces bombes-là. Donc c'est tout à fait normal. Le problème de la France est différent, c'est que la laïcité est un concept terroriste, c'est-à-dire que c'est un concept qui terrorise les musulmans aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est au nom de la laïcité que l'Église catholique a été bannie par la République française après 1789. C'est au nom de la laïcité que le roi de France, Louis XVI, qui était de droit divin selon l'Église catholique, a été guillotiné au même titre que la reine de France.
Donc, je sais que ça ne me plaît pas trop quand je dis ça, notamment à l'opinion publique française. Je vous rappelle que c'est aussi au nom de la laïcité que la République française a commis un génocide en Vendée avec les Chouans. D'ailleurs, les ancêtres du ministre de l'Intérieur actuel ont été massacrés. 200 000 Français catholiques, royalistes, ont été génocidés par la République française. Donc je crois que la laïcité version française est un concept philosophique totalitaire. Alors ce n'est pas du tout le cas en Belgique. D'ailleurs en Belgique on ne parle pas de laïcité, on parle de neutralité de l'État par rapport aux religions. Et j'ai l'impression que la République française a du mal à se remettre de 1000 ans de présence étatique catholique dans ce pays. Et ce n'est pas pour rien que les églises françaises sont totalement désertées, car la République, au lieu de défendre la liberté religieuse, bien au contraire, son objectif est d'invisibiliser toute expression religieuse dans l'espace public. Ça risque d'être très dangereux à l'avenir, car la religion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est quand même un véhicule de valeurs, de solidarité, de fraternité, d'amitié entre les citoyens, entre des êtres humains de religions différentes. Et à mon sens, ce concept de laïcité devrait être à l'avenir moins totalitaire et beaucoup plus philosophique, concept philosophique tel qu'il a été développé par le philosophe anglais John Locke ou par le philosophe français Voltaire ou suisse Rousseau. Est-ce qu'il n'y a pas non plus c'est paradoxal parce que beaucoup de pratiquants, notamment beaucoup de musulmans, sont contre le wokisme. Emmanuel Macron, son gouvernement sont assimilés souvent, à raison d'ailleurs, en grande partie à ce mouvement woke, notamment sur la question de la promotion des droits LGBT, etc., ce qui est fondamentalement rejeté par l'ensemble des croyants, mais en particulier par les musulmans. Et d'un autre côté, on voit un soutien de toute une partie de cette population pour la France insoumise, qui, je dirais, dans son programme de valeurs sociétales, est aussi 100% woke. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là ce qu'on ne pardonne pas à Macron ou à l'État français, vous venez de décrire, qui a évolué du laïcisme au wokisme en fait, on le pardonne en partie à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise? Vous savez, les musulmans, en tout cas de France, ne sont pas considérés comme des spécialistes de la politique ou n'ont pas une conscience politique très aiguisée. Les musulmans de France sont traumatisés par ce qui se passe à Gaza. Et à partir du moment où le parti de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit la France insoumise ou le Front populaire de façon large, ont décidé de prendre la défense des victimes civiles de Gaza, ils ne regardent pas le reste du programme. C'est un soutien affectif, un soutien émotionnel et un soutien de reconnaissance à l'égard du courage de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, à leurs yeux, c'est du courage. Même si Jean-Luc Mélenchon a fait une erreur en ne considérant pas l'attaque du 7 octobre comme une attaque terroriste. Moi, en tant qu'Algérien, en tant que musulman, je considère que l'attaque du 7 octobre est une attaque terroriste qui a été perpétrée par un mouvement de résistance qui s'appelle le Hamas. C'est-à-dire, je fais la distinction. Oui, le Hamas a toujours été un mouvement de résistance, mais le 7 octobre, il a commis un acte terroriste. Et Jean-Luc Mélenchon, qui ne connaît pas un peu la sémantique moyen-orientale, aurait dû faire ce distinguo. Je crois qu'il a été très mal conseillé. Il lui a fallu 15 mois pour reconnaître que le 7 octobre était une attaque terroriste. Ça, c'est un peu dommage. Un peu dommage pour un grand homme politique comme Jean-Luc Mélenchon d'être tombé dans le piège sémantique du 7 octobre, car il était très bien parti pour être le candidat naturel du Front populaire pour 2027. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous étiez favorable à la remigration. Positive. Positive. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est dans votre esprit, quel est ce concept et comment vous percevez cette problématique? À partir de 2015, j'avais fait une interview sur RT France en disant que nous assistions au début de la fin de la présence musulmane
en France et en Europe. À l'époque, on m'a dit « Mais Rachid, tu exagères ». Je lui ai dit « Non, je n'exagère pas, pardon ». Vous savez, en tant qu'historien, j'ai vu ce qui s'est passé en Espagne après la Reconquista qui est arrivé 781 années après de présence musulmane en Espagne. Il y a eu 300 000 juifs qui ont été expulsés en 1492. Il y a eu 400 000 musulmans arabes et berbères qui ont été expulsés en 1609. Vous savez, l'histoire, c'est un phénomène de flux et de reflux migratoire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est la même impression que j'avais en 2015, qu'il y a un phénomène de saturation en France et en Europe de façon large quant à la présence des musulmans dans le territoire européen. Et c'est la raison pour laquelle je considère, et je l'ai écrit dans le livre qui est paru en 2022, qu'il faut mettre en place un processus de remigration positive à la fois des Africains du Nord et des Noirs africains dans leur continent d'origine. Les Français et les Européens ne veulent plus de cette présence musulmane, que ce soit des Arabes, des Berbères ou des Noirs. Et je pense que pour éviter ce qui s'est passé en Espagne en 1492 et en 1609, je pense qu'il faut favoriser les départs volontaires de ces Africains, au sens large du terme, dans leur continent d'origine, pour justement qu'ils contribuent non seulement à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie en Afrique, mais aussi au progrès économique en Afrique. Je vous donne juste un chiffre. Est-ce que vous savez que chaque année, la moitié des élites africaines quittent le continent pour l'Europe ou l'Amérique du Nord? 50% des nouveaux médecins en Algérie quittent l'Algérie, 65% des informaticiens et des ingénieurs. Où vont-ils? Ils vont en Europe, Canada, États-Unis. C'est pas comme ça qu'on va développer l'Afrique. Donc si cette idée de retour volontaire ne fonctionne pas, je pense qu'il faudrait que la France, avec l'ensemble des États européens, coordonne une dynamique de remigration positive vers l'Afrique du Nord et l'Afrique noire sur une période de 10 à 20 ans, de façon à ce que, par exemple, les 5 millions d'Algériens retournent en Algérie et que peu ou prou 7,5 millions de Noirs qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire français retournent en Afrique ou aux Antilles pour développer le continent africain ou pour développer les Antilles. Et je pense que ce New Deal sera avantageux et pour l'Afrique pour se développer et devenir plus démocratique et pour l'Europe de façon à ce qu'elle ne cède pas aux tentations de l'extrême droite qui, on l'a vu, dont le programme est axé essentiellement sur la question de l'immigration et de l'islam. Et vous verrez que s'il y a moins de pression migratoire en France, les partis, on va dire, classiques de gauche et de droite et du centre vont retrouver leur lettre de noblesse et ainsi le climat d'apaisement sera beaucoup plus prégnant et présent dans la société française et européenne. Pour parler de l'Algérie, il y a un mouvement de retour déjà de beaucoup d'Algériens qui ne supportent pas le wokisme, l'insécurité, qui veulent retrouver la terre de leurs ancêtres, etc. Ça a déjà commencé, ce mouvement de retour volontaire, ou c'est réservé à des gens qui prennent leur retraite et qui préfèrent vivre leur retraite en Algérie, par exemple? Alors, il y a une différence entre ce qui se passe en Algérie et au Maroc. En Algérie, il y a quelques centaines d'Algériens qui sont retournés en Algérie, mais leur profil est plutôt un profil de privilégié. C'est essentiellement des entrepreneurs, des rentiers ou des commerçants qui n'ont pas besoin de postuler pour un boulot en Algérie. Au Maroc, c'est différent. Au Maroc, il y a un retour, c'est plutôt quelques milliers dans le cas du Maroc, où des ingénieurs, des architectes, des informaticiens retournent au Maroc pour travailler en tant que salariés, en plus de ceux qui retournent pour créer leur boîte, leur business, leur resto, leur magasin ou leur petite PME. Mais en Algérie, il n'y a pas de travail, à vrai dire, parce qu'il n'y a pas de tissu économique suffisamment développé pour justement intégrer ces nouveaux Algériens qui viennent de l'étranger, sachant que le chômage en Algérie connaît des taux très importants, plus de 2 millions de chômeurs en Algérie. Il n'y a pas de tissu économique, il n'y a pas de tissu industriel, même si le président algérien Abdelmadjid Tebboune essaie de développer l'économie algérienne, mais c'est très difficile de passer d'une économie de rente qui repose essentiellement sur le gaz et le pétrole vers une économie productive. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, ni sur le plan administratif, ni sur le plan légal, ni sur le plan, j'aimerais dire, de l'attraction des investisseurs étrangers. Vous avez vu les complications qu'il y a entre l'Algérie et la France à cause d'une brouille diplomatique causée par la reconnaissance par le président Macron de la marocanité du Sahara occidental. Bref, il y a encore une instabilité administrative, politique en Algérie qui empêche
une remigration soutenue, organisée et importante. Mais c'est des obstacles techniques, mais est-ce que cette volonté, elle existe selon vous de retour Est-ce qu'il y a une volonté, malgré ces obstacles techniques, qui empêchent les gens peut-être de organiser une activité économique sur place, etc. Est-ce que cette volonté existe? En 2022, lorsque j'ai parlé de remigration positive, personne n'en parlait. Personne ne voulait retourner en Algérie. Mais depuis que la situation s'est considérablement dégradée en France, surtout l'image des musulmans, l'image des Algériens. Regardez ce qui s'est passé avec l'assassinat horrible de Abou Bakr Cissé dans la mosquée du Grand Combe près d'Alès. Et quand on voit qu'il n'y a pas de soutien de l'opinion publique française, les musulmans se disent mais demain c'est peut-être moi qui vais être massacré avec 57 coups de couteau dans une mosquée. Donc aujourd'hui les musulmans ne se sentent pas protégés. Il y a quelque chose qui est intéressant en France, c'est quand on fait des belles choses, quand on est d'origine étrangère, on ne dit jamais qu'on est d'origine étrangère. Par exemple Zidane, quand il gagne la Coupe du Monde en 98, on dit le français Zidane. Mais quand un Français d'origine étrangère perd, là tout d'un coup on le ramène à ses origines. Donc là, Dieu merci, c'est pas un musulman, c'est un chrétien français qui a massacré dans une mosquée avec 57 coups de couteau un fidèle musulman qui ne représentait aucun danger. Alors ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé. On a dit qu'il n'avait pas de papier. Mais attendez. Donc maintenant, alors, quand on tue quelqu'un, il faut faire la différence entre est-ce qu'il a des papiers ou pas de papiers. C'est un peu dommage quand même d'en arriver à ce stade-là. En tout cas, le résultat de cette islamophobie galopante en France fait que de plus en plus d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, de Maliens, de Sénégalais, de Turcs veulent retourner dans leur pays d'origine. J'appelle de mes voeux cette remigration positive. Pour qu'elle soit efficace, il faut d'abord commencer par les cadres. Les cadres, c'est qui? C'est les médecins, c'est les ingénieurs, les informaticiens, les architectes, les avocats, les professeurs d'université. Car il faut d'abord préparer le terrain, la superstructure, comme on dit, pour accueillir dans un deuxième temps la classe moyenne, c'est-à-dire les salariés, les petits fonctionnaires. Et dans un troisième temps, on pourra s'occuper de ceux qui enrichissent les prisons françaises, à Fresnes, où j'ai passé 2 mois et demi, à Fleury-Mérogis, au Baumette. Je pense qu'il faut faire ça sur 10 à 20 ans, de façon évolutive, de façon organisée, pour ne pas justement qu'il y ait des déceptions à l'arrivée. Mais pour cela, il faut avoir des moyens financiers. Que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ont besoin de moyens financiers pour accueillir ces millions de Français ou de membres de la diaspora africaine en France et en Europe. Et pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renégocier les contrats de gaz, de pétrole, d'uranium, de fer, de bauxite avec les multinationales étrangères et en particulier les multinationales françaises. Et c'est la raison pour laquelle je demande à la France, si elle est d'accord pour enclencher ce processus de remigration positive, qu'une multinationale comme Total accepte de baisser la part qu'elle détient dans certains gisements en Algérie ou au Gabon, ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, pour justement que ces pays-là puissent avoir les moyens de mettre en place les infrastructures nécessaires à l'accueil de cette remigration positive. Les infrastructures, c'est quoi? C'est les routes, les autoroutes, le train, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques, c'est les écoles, c'est mettre en place un début de tissu industriel, économique, c'est les loisirs, c'est la culture. Bref, on ne peut pas faire ça de façon anarchique. Ça doit se faire de façon coordonnée, intelligente et dans des relations multilatérales entre les pays africains et les pays européens. Ça suppose un partenariat, une coopération politique étroite. Prenons le cas de l'Algérie et la France, là on en est quand même très très loin. Ça n'a jamais été aussi, les relations n'ont jamais été aussi dégradées depuis la guerre d'Algérie que cette année. On en est où là, à votre avis? Il y a la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental qui a mis un peu le feu aux poudres, et puis ensuite il y a une escalade des deux côtés avec des expulsions de diplomates, des déclarations à l'emporte-pièce, etc. On en est où aujourd'hui de la relation franco-algérienne? Alors, comme vous l'avez précisé, ce qui a mis de l'huile sur le feu, c'est la reconnaissance absolument inconsciente du président français de la marocanité du Sahara occidental. C'était le 30 juillet 2024 qui a abouti au rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, donc vers Alger, et là récemment le rappel de l'ambassadeur de France d'Alger vers Paris. Mais j'aimerais dire que c'est circonstanciel, c'est
conjoncturel. Ça ne va pas durer. Vous savez que les relations entre l'Algérie et la France sont des relations incestueuses. C'est des relations même capricieuses. C'est un peu comme la météo. Un jour il fait beau, un autre jour il va pleuvoir. Mais dans les faits, vous savez, moi je regarde les faits. Je vois qu'on s'amuse sur des places de parking à Neuilly, en ce qui concerne la résidence de l'ambassadeur d'Algérie en France, et puis l'Algérie a diminué le nombre d'hectares qui est occupé par l'ambassade de France. Mais à aucun moment, on a parlé de remettre en question les contrats de gaz ou les contrats de pétrole, qui représentent des milliards de dollars. Ce n'est pas des petits milliers d'euros dont on parle. Donc on voit bien que cette escalade-là n'est qu'une escalade diplomatique. Verbale. Oui. Lié aux opinions publiques ou... Oui. Il y a un problème plus profond? Non, il n'y a rien de profond. Vous savez, il y a eu 132 ans de guerre et de massacre du colonialisme français. Entre 1830 et 1962, c'est 5,5 millions d'Algériens qui ont été massacrés ou bien par les militaires, ou bien à cause de la famine, des déplacements de population, des maladies. Je vous rappelle que rien que pendant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, l'armée française a créé des camps de concentration en mettant 25% de la population dans ces camps de concentration. On n'en parle jamais de cela. Donc bien sûr qu'il y a un malaise profond, mais dans les relations entre les États, ça va très bien, ne vous méprenez pas. Je vous rappelle qu'en août 2022, il y a eu 15 ministres français qui étaient en Algérie avec le président Macron. Il y a eu 15 accords qui ont été signés entre l'Algérie et la France. Non, je pense que le problème fondamental qu'il y a entre la France et l'Algérie, c'est la question du Sahara occidental. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a le droit de veto. Le fait que la France n'ait pas respecté la légalité internationale en reconnaissant encore une fois de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental, à mon sens et aux yeux des Algériens et de tous les spécialistes de droit constitutionnel, c'est une erreur sur le plan diplomatique. Au lieu d'apaiser la situation, la France, plutôt le président Macron, n'a fait qu'aggraver les choses. À vrai dire, là, il a joué un peu le Machiavel avec sa stratégie du diviser pour mieux régner. Car l'État français, en l'occurrence le président Macron, n'a aucun intérêt à ce que le Maroc s'entende avec l'Algérie pour être les gendarmes de l'Afrique, les gendarmes du Sahel, pour être un pôle de puissance en Afrique du Nord. Pourquoi l'Europe aurait le droit de s'unir avec 29 pays? Pourquoi les États-Unis auraient le droit de s'unir avec 50 pays? Et pourquoi l'Afrique du Nord et l'Afrique en général n'auraient pas le droit de s'unir? Je pense que la France a peur que demain, il y ait ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Car s'il y avait demain les États-Unis d'Afrique, il n'y aurait plus de francs CFA, il n'y aurait plus les multinationales françaises qui contrôlaient la plupart des ressources minières ou énergétiques du sous-sol africain. Et l'objectif non dit, inavoué du président français, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais la paix, jamais d'entente, ni en Afrique du Nord, ni en Afrique noire, ni en Afrique en général. Vous comprenez l'arrestation de Boualem Sansal et les menaces d'arrestation sur Kamel Daoud, par exemple, sur les opposants au régime algérien, ça vous paraît disproportionné? Alors, il n'y a pas de régime algérien, il y a un gouvernement algérien avec un président élu. On peut être d'accord ou pas d'accord sur, on va dire, la dimension démocratique de ce pays. En tout cas, quand on constate les choses, on a un président qui est élu, qui est reconnu et reçu par les présidents qui souhaitent le recevoir. Boualem Sansal, cet auteur algéro-français, était d'abord haut fonctionnaire du gouvernement algérien au ministère de l'Industrie. C'était le directeur central de l'industrie au moment où le ministre était Abdeslam Bouchouareb, qui aujourd'hui est sous protection française, sous protection de... Condamné en Algérie? Condamné à 5 peines de 20 ans de prison pour corruption, bien mal acquis. Et déjà en 2016, j'avais organisé des manifestations devant son magnifique appartement juste en face de Notre-Dame, au 21 quai Montebello. Et à l'époque, 200 Français étaient venus assurer la protection de ce monsieur-là. Donc, cet auteur algéro-français est une personnalité publique. Il a pris le risque de dire que la moitié ouest de l'Algérie était marocaine dans un passé récent. C'est une erreur historique. J'ai été à Marrakech le 17 mars dernier et j'ai apporté la preuve historique qu'au XIIe siècle, c'était non seulement le Maroc qui était algérien, mais l'ensemble de l'Afrique du Nord qui était algérienne, au temps du calife qui s'appelle Abdelmoumen el-Koumi. Donc, au jeu de l'antériorité historique, cet auteur algéro-français aurait dû rappeler que le Maroc, en plus du Sahara occidental, en plus de la Mauritanie, en plus de l'Algérie, en plus de la Tunisie, était algérienne, et en plus même de l'Andalousie. Vous savez, à un moment donné, il faut assumer.
j'ai assumé mes responsabilités en Algérie. J'étais incarcéré pendant 4 ans et placé en résidence surveillée à cause de déclarations que j'avais faites. Cet auteur algéro-français doit aussi assumer. Il sait que l'Algérie, c'est pas la France. La France, c'est le pays des droits d'homme, mais l'Algérie, c'est le pays des martyrs. On ne joue pas avec l'histoire de l'Algérie. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait été arrêté, jugé, condamné. Il a fait appel. Laissons la justice française, laissons à la justice algérienne le temps de le rejuger à nouveau. Mais je pense qu'il faut laisser les choses se faire gentiment et ne pas interférer dans la justice algérienne. Regardez, je suis écrivain aussi, j'ai publié 6 livres, dont un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7, parmi lesquels Clinton, Chirac, Tony Blair, Schröder, etc. Mais la France m'a condamné, la France m'a mis en prison, et personne n'a bougé en France. Aucun intellectuel, aucun journaliste, aucun diplomate, aucun juge, personne. Et là, on voit le tsunami. Pourquoi vous n'avez pas bénéficié de ce soutien lors de votre incarcération ? Vous savez, moi, je défends l'Algérie. Je défends les femmes musulmanes qui sont victimes de lois anti-vestimentaires, entre guillemets, alors que cet auteur algéro-français ne défend plus l'Algérie et considère qu'il faut fermer toutes les mosquées. Les Français, vous savez, je vous ai parlé de la laïcité terroriste en France. Évidemment, elle ne va pas soutenir un homme qui était 40 ans français jusqu'en août 2013, qui défend la liberté religieuse, qui a une position voltairienne par rapport à ces questions-là. Donc c'est un peu normal, à vrai dire. Vous savez, l'État français joue au jeu du 2 poids, 2 mesures. Quand ça les arrange, ils défendent. D'ailleurs, c'est le cas de Kamel Daoud. Kamel Daoud, par exemple, a une convocation de la justice algérienne. Mais pourquoi il ne va pas répondre à cette convocation ? Il est né en Algérie. Il a été algérien toute sa vie. Il n'y a que 2-3 ans qu'il est devenu français lui aussi. De la même façon que cet auteur algéro-français est devenu français il y a quelques mois. Mais je ne vois pas pourquoi Kamel Daoud, qui a fait une interview avec le président algérien lorsque j'étais emprisonné en Algérie, je ne comprends pas pourquoi il ne répond pas à une convocation. Où est le problème ? Je me suis rendu à la justice française le 5 octobre 2023. Je me suis rendu à la justice française en étant présent à la cour d'appel le 2 mai 2025 pour entendre mon verdict à 12 mois de prison ferme. Mais je ne vois pas pourquoi Kamel Daoud ne ferait pas la même chose. Quand on est un bonhomme, vous savez, en arabe on dit darguez, quand on est un bonhomme en Algérie, il faut affronter. Vous savez, moi j'ai affronté la justice algérienne en 2019. L'armée algérienne m'avait dit que si tu venais en Algérie, j'allais t'emprisonner. J'étais à Hong Kong à l'époque. Je me suis rendu le 4 décembre 2019 et j'ai porté plainte contre le chef de l'armée algérienne qui s'appelait Gaïd Salah, qui est mort 19 jours plus tard avec mon avocat, maître Chora Abdelkader. Vous savez, quand on est un personnage public, on a des responsabilités beaucoup plus importantes que quand on est un simple citoyen. Le simple citoyen a le droit d'avoir peur, mais l'écrivain ou l'homme politique ou le journaliste a l'interdiction absolue d'avoir peur. Il faut qu'il assume, car il a une opinion publique qui le regarde. Et quand je vois qu'un ancien ministre, Abdeslam Bouchouareb, et un écrivain algérien, qui tous deux sont nés en Algérie, tous deux ont porté ce passeport algérien que je vais montrer, et qui aujourd'hui se cachent dans la France qui a massacré 5,5 millions d'Algériens, je m'interroge sur leur qualité d'homme et d'intellectuel. On va parler un peu de la géopolitique de l'Algérie. On a parlé du problème du Sahara occidental. Il y a aujourd'hui un problème qui agite beaucoup les relations entre l'Algérie et son étranger proche, c'est la relation avec le Mali. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à nos auditeurs quel est le problème aujourd'hui, quelle est la source de ces tensions grandissantes entre ces 2 États ? D'abord, je tiens à remercier le peuple malien et l'État malien d'avoir aidé et l'Algérie et le Maroc à retrouver le chemin de la paix en 1963 lorsqu'il y a eu la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Il faut savoir que pendant des années, il y a eu 1000 soldats maliens et éthiopiens qui sécurisaient la très longue frontière entre l'Algérie et le Maroc. Et à l'époque, le président du Mali, c'était Modibo Keïta, jusqu'en 1968. J'ai eu l'occasion de me rendre à Bamako en septembre 2023, où j'ai rencontré un grand écrivain malien qui s'appelle Ousmane Diarra. Nous avons beaucoup échangé sur la relation entre l'Algérie et le Mali, notamment des relations de fraternité qui ne sont pas récentes, qui datent de dizaines de décennies. Aujourd'hui, il y a eu une évolution, j'aimerais dire négative, des relations entre l'Algérie et le Mali, et principalement depuis que les troupes Wagner sont dans le Sahel.
Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad. J'ai l'impression que ces troupes-là ne sont pas en cohérence avec la politique extérieure de Vladimir Poutine. Vous savez que l'Algérie a toujours eu d'excellentes relations avec l'URSS et ensuite avec la Russie. 90% de l'armement algérien vient de Moscou. Donc ces relations aussi historiques entre l'Algérie et la Russie étaient des relations positives. Et la Russie n'a jamais voulu créer des problèmes à l'Algérie, notamment par rapport à la question sahélienne. Mais depuis qu'il y a ces troupes de Wagner, qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps, j'ai l'impression que la donne a changé et que le nouveau pouvoir au Mali, qui date de 2020 et ensuite 2021, il y a eu 2 coups d'État, j'ai l'impression qu'il est dans une logique souverainiste. C'est qu'il est en train de montrer sa force qu'il n'avait pas avant, grâce justement à ces troupes de Wagner. Et j'ai l'impression là aussi que, malheureusement, encore une fois, je tiens à le dire, que les troupes de Wagner ont pris la place des mercenaires de Bob Denard qu'il y avait à l'époque en Afrique centrale ou aux Comores. C'était ces troupes qui organisaient ou aidaient à l'organisation de coups d'État. Vous avez bien vu que si aujourd'hui l'Algérie a des problèmes, pas uniquement avec le Mali, mais avec le Niger et avec le Burkina Faso, c'est parce qu'il y a eu des coups d'État dans ces pays-là. Il y a des régimes militaires, bien sûr, il y a eu beaucoup de régimes militaires depuis les indépendances africaines. Mais là, ce sont des coups d'État qui ont été favorisés, aidés, soutenus militairement par les troupes Wagner. Et aujourd'hui, le Mali a décidé de rompre les accords d'Alger qui avaient été signés en 2015 entre l'État malien et les différents groupes séparatistes qu'il y a notamment dans le nord du pays. C'est une chose qui est pas positive pour l'avenir des relations entre l'Algérie et le Mali, car l'Algérie a toujours voulu apaiser les tensions, notamment dans le nord du Mali, qui est à dominance touareg, alors que le reste du Mali est à dominance noire africaine. Il y a eu des partenariats par le passé entre l'Algérie et le Mali, notamment des partenariats énergétiques. Au nord du Mali, il y a une filiale de la compagnie algérienne des hydrocarbures, donc Sonatrach, la filiale s'appelle Sipex, qui avait été mandatée pour explorer le bassin de Taoudéni, qui est un bassin qui recouvre à peu près 500 000 km² au Mali, 500 000 en Mauritanie, pour essayer d'explorer les ressources énergétiques. Malheureusement, depuis que les tensions se sont exacerbées, les choses se sont tendues. Surtout que l'armée algérienne a neutralisé un drone qui appartenait à la fois au Mali, au Niger et au Burkina Faso, la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, donc à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Et depuis qu'il y a eu cette neutralisation du drone malien, les choses se sont aggravées avec les ruptures diplomatiques entre les 2 pays, l'interdiction du survol des 2 pays. Bref, si on n'y prête pas attention, ça peut dégénérer dans un conflit armé. Et c'est là où je souhaiterais que le président russe Vladimir Poutine demande à ses troupes de Wagner, donc aujourd'hui Africa Corps, d'essayer d'avoir une attitude un peu plus neutre par rapport aux relations qu'il y a entre Alger et le Mali pour empêcher que ça dégénère. Car non seulement aujourd'hui nous avons des problèmes entre l'Algérie et le Mali, mais en solidarité, le Niger et le Burkina Faso ont décidé aussi de rompre les relations avec Alger, alors que les choses allaient bien entre l'Algérie. Est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation du sud algérien? Vous savez, à partir du moment où l'Algérie est un pays à identité plurielle, il y a à la fois des Arabes, des Kabyles, des Chaouis, des Mzabi, des Touaregs dans le sud. Nous avons vu récemment un reportage dans la télévision israélienne où les médias israéliens essaient d'instrumentaliser la question Touareg dans le sud du pays. Si maintenant les Russes avec Wagner essaient aussi de créer des motifs de conflit dans le sud algérien, évidemment que ça peut déborder. Et les Algériens, que ce soit l'État algérien ou le peuple algérien, ne cautionneront jamais une entreprise de déstabilisation dans le pays. Nous avons une armée extrêmement forte et si nous sentons, si l'État algérien et si le peuple algérien sent qu'il y a une volonté de déstabilisation dans le sud, je crois que
celles et ceux qui veulent semer la zizanie dans le sud du pays risquent d'être très étonnés, car aujourd'hui le peuple algérien soutient à 100% l'État algérien et l'armée algérienne quant à ce qui pourrait advenir dans le sud de l'Algérie ou à la frontière avec le Niger ou avec le Mali. Donc je pense que ceux qui font ce calcul-là se trompent sur la cohésion nationale algérienne. Vous savez, l'Algérie a toujours essayé de développer des belles relations, que ce soit avec le Niger, où nous avons offert récemment une centrale nucléaire de 40 mégawatts, une centrale électrique de 40 mégawatts. Nous avons décidé de mettre en place une raffinerie au Niger. Pareil avec le Burkina Faso. L'Algérie s'est engagée à soutenir l'entreprise d'électricité burkinabé pour exporter de l'électricité, car l'Algérie a en surplus 13 000 mégawatts d'électricité, parce qu'elle a une production de 24 000 mégawatts alors qu'elle n'en consomme que 11 000. Vous savez que l'Algérie, comme le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, ont 100% de taux d'électrification du pays, alors que le Mali, c'est autour de 55%. Le Niger, ce n'est que 19%. Et le Burkina Faso, c'est que 19%. Donc l'Algérie peut aider à mettre fin à cette fracture énergétique, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et ces incidents récents ne sont pas de nature à apaiser la situation. Et encore une fois, l'origine du problème, c'est la présence des troupes Wagner. Car quand il n'y avait pas de troupes Wagner, les relations entre l'Algérie et ses voisins sahéliens étaient très bonnes. Donc là aussi, je renouvelle mon appel au président russe. Il faudrait qu'il demande à ses troupes de Wagner de calmer le jeu au Sahel, car ce n'est pas du tout le moment de créer des conflits, surtout qu'on a déjà des problèmes avec la Libye où il y a 2 gouvernements, on a des problèmes avec le Maroc sur la question du Sahara occidental. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'apaiser les choses et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'il y a peut-être une volonté de la Russie d'empêcher la mise en place de ce gazoduc transsahérien. Ce gazoduc transsahérien partirait du Nigeria, passerait par le Niger, ensuite l'Algérie, et ensuite exporterait le gaz du Nigeria jusqu'en Europe, dans la mesure où l'Europe a décidé de mettre fin à toute importation de gaz à partir de 2027. Donc j'ai l'impression que la Russie veut empêcher la mise en place de ce gazoduc pour asphyxier quelque part l'Europe en gaz à l'horizon 2027. Est-ce que la Russie est devenue un peu, depuis le départ des Français, qui s'est amorcé avant l'arrivée des Russes d'ailleurs dans cette partie, est-ce que la Russie a remplacé un peu la France comme le juge de paix, l'arbitre dans cette région quand même complexe? Alors aux yeux de l'Algérie, la Russie n'est pas arbitre. Elle est plutôt à l'origine des conflits. Car depuis... C'est récent ça. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Vous savez que la Russie avait toujours une très bonne image aux yeux des opinions publiques à la fois africaines, nord-africaines, moyen-orientales. Mais depuis que la Russie a abandonné d'abord, en 2003, Saddam Hussein, ensuite en 2011, elle a abandonné Kadhafi, ensuite en 2025, elle a abandonné Assad, alors qu'il y avait des relations extrêmement, j'aimerais dire, étroites entre la Russie et ces pays. Aujourd'hui, en Algérie, on commence à s'interroger sur la fiabilité de l'alliance qu'il y a à entretenir avec la Russie. Car on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie a privilégié ses intérêts en Ukraine, et on voit bien avec cette couverture d'Omerta, on voit que le président Poutine s'est entendu avec le président Trump pour régler la question ukrainienne, mais on a l'impression que cette alliance s'est faite au détriment de la Syrie qui a été abandonnée. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un terroriste à la tête de la... Bachar el-Assad est à Moscou. Il n'a pas été exécuté ils n'ont pas laissé exécuter comme Kadhafi ou Saddam Hussein. Bachar el-Assad est simplement un citoyen. Là, on parle de 25 millions de Syriens qui ont été abandonnés par la Russie, alors qu'il y avait une base militaire russe à Tartous, donc en Méditerranée. Il y avait à l'époque du père de Bachar el-Assad, Hafez al-Assad, un partenariat, une relation d'amitié, des contrats de 20 ans qui avaient été signés pour dire que la Russie n'abandonnerait jamais la Syrie. Quand on voit qu'en une semaine, la Russie a abandonné la Syrie, en tout cas le président syrien, on a des questions à se poser sur la fiabilité de l'engagement russe, car la Russie, en tout cas à l'époque de l'Union soviétique, nous avait habitués à beaucoup plus de fiabilité. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour le président russe Vladimir Poutine, ce qui compte, d'abord et avant tout, c'est de garantir la présence russe en Crimée et dans les régions est de l'Ukraine,
avant de garantir une alliance avec des pays d'Afrique du Nord, moyen-orientaux ou d'Afrique tout court. Et j'ai l'impression que ces pays du Sahel, que ce soit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, risquent d'être extrêmement déçus dans les prochains mois ou dans les prochaines années, car si le président russe, M. Poutine, voit qu'il n'a plus d'intérêt ou d'autres intérêts en Afrique sahélienne, je pense qu'il abandonnera ces 3 régimes militaires. Malgré tout, est-ce que la médiation russe entre l'Algérie et ces 3 pays n'est pas le meilleur moyen finalement de régler les problèmes et de s'entendre? Parce que quand même, ce sont des pays complexes. Est-ce que le dialogue bilatéral finalement n'est pas, est pas plus dangereux, pas plus compliqué qu'une médiation russe qui peut prendre du temps d'ailleurs? Les choses peuvent ne pas se régler en 48 heures, mais est-ce que la médiation russe n'est pas finalement le moindre mal? Vous savez, la proposition que vous venez de faire, c'est un peu comme si aujourd'hui le président Macron proposait d'être médiateur entre l'Algérie et le Maroc, alors que c'est lui qui a allumé le feu sur la question du Sahara occidental. Aujourd'hui, le problème, c'est la Russie au Sahel. Donc la Russie, par définition, ne peut pas être médiatrice. Moi, j'opterais plutôt pour la médiation de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a de bonnes relations avec les pays sahéliens et l'Algérie. Elle serait plus à même de remplir ce rôle de médiateur entre l'Algérie et ces 3 États de l'Alliance du Sahel. Encore une fois, depuis l'affaire de Bachar el-Assad et de la crise qu'il y a entre l'Algérie et les pays du Sahel, la Russie a perdu beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence. Et aujourd'hui, en Algérie, on remet la bobine en arrière et on dit la Russie a quand même abandonné Saddam en 2003, abandonné Kadhafi en 2011. Même l'armée algérienne s'interroge aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que le 21 janvier 2025, l'armée algérienne a signé un mémorandum avec les représentants militaires américains donc en Afrique pour envisager éventuellement à l'avenir l'achat de matériel américain, matériel militaire américain. L'Algérie s'interroge sur ce partenariat avec la Russie. Ceci étant, les Américains ont abandonné l'Afghanistan aux talibans, ils ont aussi abandonné un certain nombre de pays. Est-ce que la fiabilité, ou on pourrait parler aussi des Français, puisque Mali, Burkina Faso, Niger aussi, les Français avaient des bases, auraient pu défendre leurs intérêts, auraient pu défendre leurs alliés locaux. C'est quand même une constante aussi de la géopolitique moderne, c'est parfois des revirements de grandes puissances qui considèrent que leurs intérêts sont de partir, sont de nouer d'autres alliances, sont aussi de, comme là Emmanuel Macron qui vient de recevoir le nouveau leader syrien Al-Jolani, alors qu'il condamne d'autres puissances, d'autres leaders politiques qui n'ont pas été démocratiquement élus. Finalement, c'est de la réelle politique tout ça. Je suis d'accord avec vous, c'est de la réelle politique. L'Algérie n'attend pas une protection des États-Unis, mais elle sait aujourd'hui que compter exclusivement sur la Russie, ce serait une erreur. Donc elle est en train de diversifier ses partenariats militaires, ses partenariats diplomatiques, car on ne sait pas si demain, s'il y avait une résolution, par exemple, aux Nations Unies sur la question du Sahara occidental, il n'est pas du tout garanti que la Russie ou la Chine votent contre une résolution qui reconnaîtrait la marocanité du Sahara occidental. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé depuis 11 ans d'ailleurs, une proposition d'une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental pour essayer de calmer les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Je vous donne juste un exemple. Regardez, les gens n'ont pas compris pourquoi ça ne va pas entre l'Algérie et le Maroc. Le problème de l'Algérie et du Maroc, c'est simplement un problème de leadership régional. Le Maroc a offert, il y a quelques années, d'ailleurs a inauguré une centrale électrique au Niger, qui fait à peu près 22,5 mégawatts. L'Algérie a emboîté le pas en offrant une centrale électrique de 40 mégawatts. On voit bien que c'est simplement un problème de leadership qui est entre les deux pays. Et à un moment donné, il y en a un qui doit triompher, ou bien l'Algérie, ou bien le Maroc, car ces deux pays sont incapables de s'entendre. Et malheureusement, ce problème de leadership fait que, aujourd'hui, les alliances ont complètement éclaté. C'est vrai qu'il y a un partenariat historique entre le Maroc et les États-Unis, mais aujourd'hui,
il y a un nouvel acteur, c'est Tel Aviv, qui a complètement brouillé les pistes diplomatiques en Afrique du Nord et au Sahel. Et je crois que ce jeu de chaises musicales diplomatiques en Afrique du Nord et au Sahel risque d'être très dangereux et pourrait déboucher sur un conflit armé. Ce n'est absolument pas à négliger. Et au-delà des pays concernés, je pense qu'il y a un continent qui sera très fortement affaibli, c'est l'Europe. Car s'il y a un conflit en Afrique du Nord ou au Sahel, il y aura des problèmes d'approvisionnement en gaz. Et je crois que ce n'est pas pour déplaire aux Russes, qui savent qu'à partir de 2027, l'Europe ne veut plus acheter du gaz russe. Et je crois que les Russes jouent à la politique de la terre brûlée au Sahel. Et ils ne veulent surtout pas qu'il y ait la paix au Sahel, ni qu'il y ait des projets de gazoducs africains à destination de l'Europe. Le rééquilibrage, c'est intéressant, de l'Algérie vers les États-Unis en partie. On le constate aussi pour le Maroc, qui inversement a développé ses relations économiques, diplomatiques, culturelles avec la Russie. On comprend bien l'intérêt des deux États de trouver un point d'équilibre entre les deux grandes puissances militaires qui comptent évidemment en ce moment. Dans ce jeu d'équilibre, est-ce que l'Union européenne, est-ce que la France peuvent occuper une place, ou est-ce que finalement, que ce soit l'Algérie ou le Maroc que vous connaissez bien aussi, finalement considèrent que l'avenir, c'est entre ce point d'équilibre entre Washington et Moscou uniquement? Je pense qu'aujourd'hui, la France est disqualifiée, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique de l'Ouest. Alors que l'Allemagne, elle, garde une très bonne image, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique de l'Ouest. Mais pour cela, encore faudrait-il que l'Allemagne ait envie de s'impliquer davantage sur le continent africain. On a bien vu qu'en dehors de Tanger à l'époque de Guillaume II, au début du XXe siècle, et puis malheureusement l'épisode malheureux de Rommel en Libye et en Égypte avec la bataille d'Al-Alamein, les Allemands ont été un peu échaudés par leur aventure africaine. Mais je crois que l'Europe, oui, mais sans la France. Vous avez bien vu qu'aux yeux des opinions publiques d'Afrique de l'Ouest, la France est discréditée, notamment par rapport à la question du franc CFA en Algérie. C'est la France ou c'est Macron qui est discrédité d'ailleurs? C'est la France, parce que la France-Afrique, ça fait longtemps. Chirac, c'était un cas à part. Sarkozy, le discours de Dakar, c'était catastrophique. Non, c'est la France. Et Macron en a rajouté une couche. Il a accéléré le processus de décomposition de l'image positive de la France en Afrique de l'Ouest. Mais Macron n'est pas si bête que ça. Macron reste intelligent. Aujourd'hui, la France est en retrait en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, mais la France utilise le Maroc comme un proxy pour jouer le même rôle que la France avec les pays d'Afrique de l'Ouest et avec les pays sahéliens. Il faut savoir que le Maroc bénéficie d'une très bonne image en Afrique de l'Ouest, notamment avec une présence économique importante, avec notamment une banque qui s'appelle la Banque Africa, qui est très bien implantée en Afrique de l'Ouest. C'est une filiale de la BMCE, la Banque marocaine du commerce extérieur. Là, nous avons vu que le roi du Maroc, Mohamed VI, a reçu 3 ministres des Affaires étrangères de pays qui sont fâchés avec l'Algérie, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et ces pays-là ont tout d'un coup oublié que le Maroc est partenaire de la France. Donc, mais ils font semblant. Ils font semblant d'oublier. Ils savent très bien que derrière le Maroc, il y a la main de Paris. Donc Macron utilise le roi Mohamed VI pour défendre ses intérêts, aussi bien dans la bande sahélienne que dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest où la France est discréditée. Et ça marche. Ça marche très bien. C'est un peu, je crois que le président Macron a utilisé la même stratégie que l'Iran, en utilisant ses différents proxys. Le proxy yéménite, les houthistes, et le proxy du Hamas et le proxy du Hezbollah au Liban. C'est la même stratégie iranienne qui est en train d'utiliser le président Macron en Afrique en utilisant le Maroc pour jouer ces différents rôles, pour garder et préserver les intérêts de la France et des multinationales françaises, aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans la bande sahélienne. Rachid Nekaz, merci pour cet entretien passionnant. J'espère à très bientôt sur cette chaîne YouTube pour développer encore les nombreux sujets de l'actualité algérienne, de l'actualité régionale ou française qui nous intéressent. Merci à vous, Monsieur Charles d'Anjou, et merci à Omerta pour cette deuxième interview.
Très intéressant. Et je recommande ce livre, on mettra le lien en description de cette vidéo, alors qui est en anglais, mais est-ce qu'il existe en français? Oui, absolument. Millénarium, quel avenir pour l'humanité? Voilà, et qui est publié en français aux éditions? En français aux éditions Robert Laffont. Voilà, et n'oubliez pas, chers auditeurs, de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de liker et de commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.